Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, cette année, la santé mentale est la grande cause nationale. Ainsi, l'espace de réflexion éthique a souhaité vous proposer une série d'événements dédiés à cette thématique. Alors, vous pouvez retrouver déjà le premier webinaire qui a eu lieu en février sur la psychiatrie générale sur notre adresse, sur notre site internet dans l'onglet événements. Voilà. Donc aujourd'hui, nous souhaiterions aborder la période de la périnatalité. En effet, la grossesse et la toute petite enfance sont des périodes de très grande vulnérabilité psychique pour la mère. En France, une femme sur 5 développe pendant la grossesse une pathologie psychiatrique avérée et une femme sur 4 fera une dépression après l'accouchement. Cette souffrance psychique reste encore largement sous-diagnostiquée. Elle est sous-diagnostiquée, stigmatisée et insuffisamment prise en charge. En effet, face à cette réalité, il semble donc pertinent d'interroger non seulement les réponses cliniques et sociales, mais aussi les enjeux éthiques qu'elles soulèvent. Ce webinaire propose d'aborder la dépression postpartum dans une perspective plurielle grâce à nos intervenants que je vais vous présenter. Et donc, nous aurons le plaisir d'entendre Christine Castelin-Meunier, qui est sociologue au Centre national des recherches scientifiques, Sophie Matisse, qui est référente Maman Blues pour le Val d'Oise, les docteurs Lucie Galdon et Émilie Bolopion, qui sont psychiatres à l'équipe ressources en santé mentale périnatale au CHU de Besançon. Et en animation, je laisserai la parole à Marie-Elisabeth Maugan, qui est chargée de mission documentation à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Élise Bruchon, qui est psychologue, membre du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique. Je laisse la parole tout de suite à nos animatrices. Merci. En petite introduction, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. La bonne santé mentale ne se définit pas seulement en absence de handicap ou de troubles mentaux. Comme le fait d'être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale permet à chaque individu de se sentir bien dans sa peau, de s'épanouir, d'agir et de s'intégrer dans une communauté familiale, amicale, scolaire, professionnelle et de participer à la vie socio-économique. Une personne peut ne souffrir d'aucune maladie psychique sans pour autant se sentir en bonne santé mentale. De même qu'une personne peut bénéficier d'un bien-être mental satisfaisant tout en ayant un trouble psychique bien traité. La santé mentale, tout comme la santé physique, évolue dans le temps en fonction du vécu et des expériences. En lien avec notre dernière doc éthique sur la santé mentale des mineurs, que vous retrouverez sur notre site internet, nous avons constaté combien les 1000 premiers jours de l'enfant sont cruciaux pour sa santé mentale et physique en construction. Mais qu'en est-il de la santé mentale de ceux qui prennent en charge le tout petit? Et plus spécifiquement, qu'en est-il de la souffrance maternelle autour de la grossesse, de la naissance et de ses premiers mois de vie? Un article de The Conversation intitulé Charge mentale et santé mentale est le seul moment de la vie adulte durant laquelle presque tous les aspects de l'existence a son rôle social. Ces changements liés à la maternité dépassent souvent les frontières socio-démographiques et sont d'autant plus importants que les ressources destinées à soutenir l'éducation des enfants et à réduire le travail domestique sont limitées. Ces difficultés durables et persistantes se rajoutent à d'autres problématiques telles que l'isolement, la pauvreté, le sexisme, qui constituent autant de facteurs de vulnérabilité. Alors ainsi, aujourd'hui, nous tenterons d'aborder, de brosser ensemble les enjeux éthiques de la santé mentale en périnatalité. Tout de suite, nous donnons la parole à l'association Maman Blues, une association de pères aidants qui écoute, conseille et oriente les parents en difficulté périnatale, en la personne aujourd'hui de Madame Matisse. Elle va nous parler du vécu des femmes et de leurs difficultés rencontrées. Je vous laisse la parole. Merci. Alors déjà, je vais mettre en route la petite présentation. Voilà. Hop. Et alors normalement, voilà, en plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça fonctionne?
Alors, je suis effectivement Sophie Mathis, référente du Val d'Oise dans le 95 pour l'association Maman Blues. Donc, on est plusieurs référentes sur la France entière pour pouvoir soutenir les mamans dans le cadre de la difficulté maternelle. Donc, nous allons aborder ici la difficulté maternelle, les craintes et difficultés rencontrées par les mamans. Je vais vous présenter aussi l'association Maman Blues. Également, comment aider les mamans en difficulté maternelle et l'articulation des savoirs cliniques et savoirs expérientiels. Nous terminerons ensuite par quelques références utiles. Alors, tout d'abord, la difficulté maternelle. Je n'ai pas souhaité rentrer dans les termes cliniques puisque nous sommes une association de mamans bénévoles, donc nous n'avons pas vocation à être psychologue puisque nous n'en avons pas le titre. Donc, je reste dans une définition globale et non médicale. Donc, la difficulté maternelle, elle recouvre l'ensemble des manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques qui surgissent pendant une grossesse ou après une naissance et dont les effets et ou conséquences seront perceptibles tant chez la mère que chez l'enfant. Ce terme relativement imprécis et n'appartenant à aucune classification médicale nous apparaît cependant comme étant le plus respectueux de notre histoire, de nos éprouvées maternelles et surtout de notre identité. Il désigne sans en préciser et figer les contours cet empêchement plus ou moins puissant à se sentir mère, à vivre sereinement sa grossesse ou sa maternité et à entrer en relation vraie avec son enfant. Il n'y a donc pas de définition unique et exhaustive de la difficulté maternelle. Elle peut prendre le visage de chaque histoire personnelle, exister sous des formes cliniques diverses, elles-mêmes se présentant à travers des expressions individuelles, familiales, souvent sur plusieurs générations. Alors ensuite, la présentation de l'association Maman Blues. Donc, c'est une association pour informer, témoigner, transmettre et rendre légitime la difficulté maternelle. C'est une association parentale, non médicale et exclusivement autour de la difficulté maternelle et de la maternité psychique. Nous utilisons Internet pour toucher chez elles discrètement les personnes concernées par le biais d'un forum et aussi d'une adresse mail dédiée et de réseaux sociaux comme Instagram pour pouvoir tendre la main à ces mamans. Puis progressivement sur le terrain avec des groupes de parole. L'aide que nous proposons aux mamans et à l'entourage est basée sur de la paire-aidance pour écouter, déstigmatiser et rediriger ensuite vers les soins adéquats. Comment aider les mamans en difficulté maternelle? L'écoute, la bienveillance et le soutien. Tout d'abord, Maman Blues permet aux mamans de s'exprimer sur leurs ressentis et les difficultés qu'elles rencontrent auprès de mères plus expérimentées qui ont traversé ces mêmes difficultés, qui s'en sont sorties et qui peuvent leur répondre sereinement. Si les mamans en difficulté ne se rendent pas compte par elles-mêmes, ce qui peut arriver, le rôle du conjoint et des proches est crucial. Ils peuvent tout à fait tirer la sonnette d'alarme et aider la maman à trouver une prise en charge adéquate ou la rediriger vers notre association. Cela passe par une attitude bienveillante, rassurante, dénuée de jugement, enveloppante si besoin. L'écoute de podcasts sur le sujet de la difficulté maternelle ou la lecture d'articles ou de livres peuvent être une aide à la prise de conscience qu'il y a une difficulté maternelle. L'espace de parole que propose Maman Blues peut également aider à cette prise de conscience et peut proposer différentes pistes de prise en charge avec les coordonnées de spécialistes de santé mentale, périnatale ou de la PMI la plus proche. Articulation des savoirs cliniques et expérientiels. Compléter sans se substituer. Maman Blues est comme un filet de sécurité. Nous sommes souvent le premier jalon vers le mieux-être en offrant un espace de parole et des coordonnées adaptées aux besoins de la maman en difficulté. Nous ne nous substituons en aucune façon aux psychologues ou aux médecins car nous ne possédons pas leur savoir. Nous sommes effectivement dans le cadre de la paire-aidance, c'est-à-dire j'ai vécu un épisode compliqué au moment de la périnatalité,
anté ou post, et je m'en suis sortie. Et je peux partager mon expérience sereinement pour montrer à la maman en difficulté qu'elle peut s'en sortir avec une aide adaptée. Je viens de m'apercevoir, voilà, que je ne vous ai pas, je pense pas que je vous ai parlé des craintes et difficultés des mamans. Il y a dû y avoir une petite diapo qui s'est glissée dans les mailles du fil. Donc, je rebondis là-dessus, peu importe si c'est pas dans l'ordre chronologique que j'avais prévu. Donc, ces craintes et ces difficultés vont varier selon les femmes, car chacune a sa propre histoire, qui va conditionner le vécu de la grossesse, de la naissance, du postpartum et même parfois bien plus tôt, lors du projet de bébé. Pour la dépression anténatale, ça peut être la peur que l'enfant vienne bouleverser notre vie, surtout lorsque c'est le premier enfant et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être mère. La peur de ne pas être à la hauteur, peur que le corps soit déformé, peur que le couple ait du mal à résister à la venue d'un enfant. Il peut y avoir aussi un déni de grossesse. Je ne rentre pas dans les pathologies comme le déni de grossesse puisque je laisse le soin au psychologue de définir ce terme. Pour la dépression du postpartum, il peut y avoir la peur d'être une mauvaise mère et que notre bébé nous soit retiré, peur de se perdre soi-même de vue car englouti par ce nouveau rôle de mère, peur que notre conjoint s'éloigne, peur de ne pas retrouver notre corps d'avant, une crainte d'être médiqué aussi, si jamais on montre des signes de dépression. Ça peut être des questions comme est-ce que les traitements vont être compatibles avec l'allaitement? Est-ce que je vais rester moi-même? Il y a aussi la peur de devenir folle, hein, tout simplement. La peur de ne pas réussir à allaiter également. Et pour terminer, j'évoque aussi la psychose puerpérale, une autre forme de trouble postnatal. De même, je laisserai le soin aux psychiatres et aux psychologues de définir ce terme. Donc pour terminer, je voulais quand même vous donner quelques ressources. Alors elles sont très succinctes, mais c'est pour donner des petites pistes, qui sont tout à fait accessibles au grand public. Là, ça s'adresse, aux mamans, mais je trouve que ça a un intérêt même pour les professionnels. Vous les connaissez peut-être déjà. Pour les podcasts, vous avez Bliss Stories. Ce sont des histoires, sur, les grossesses et les histoires de maternité, animées par Clémentine Gallet. Vous avez aussi La matrescence avec Clémentine Sarlat qui explique, le parcours des parents ou des futurs parents avec des interviews de parents, mais aussi de professionnels. Vous pouvez aussi, lire les livres comme Tremblement de mer, qui sont des témoignages recueillis par Maman Blues, levant le voile sur ces accidents de maternité qui touchent chaque année des milliers de femmes, des milliers d'enfants. Être mère aussi, de Julia Carnillon, qui a demandé à des écrivaines de sa génération de mettre des mots sur leurs expériences intimes de la maternité. Et là, vous voyez, ils sont en surbrillance rose. Ce sont des liens hypertextes pour 3 vidéos qui parlent du tabou de la dépression postpartum. C'est une interview de Élise Marsande. La maternité, le tabou de la dépression, qui est en fait un témoignage en vidéo d'une maman. Et parentalité, comment se préparer au postpartum. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Comme ça, vous connaîtrez exactement les détails de notre association et comment la recommander auprès des parents. Merci beaucoup, Madame Matisse. On n'en a pas échangé en amont, mais est-ce que peut-être vous accepterez de partager votre diaporama pour qu'il soit diffusé voilà, aux personnes présentes lors de ce webinaire? Oui, pas de souci. Super. Alors, je vous laisse couper votre micro et nous allons passer donc maintenant euh, aux 2 psychiatres que nous avons invités aujourd'hui, qui viennent du CHU de Besançon, les docteurs Bolopion et Galdon, qui travaillent notamment au sein de l'équipe ressources en santé mentale périnatale. Et elles vont nous présenter le versant médical des difficultés psychiques maternelles en périnatalité. Mesdames docteurs, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci. Bonjour. On va partager notre écran. Je laisse Lucie faire. Est-ce que vous voyez bien le... Alors, on voit bien l'écran. En revanche, on vous entend peu, pour ma part du moins. Peut-être vous rapprocher ou je ne sais pas. Là, c'est mieux. C'est mieux, effectivement. On va faire comme ça. Donc moi, je suis le docteur Bolopion. Je suis accompagnée du docteur Galdon. On est toutes les deux pédopsychiatres à l'équipe ressources de santé mentale. Je vais vous présenter ce topo sur la dépression du postpartum et puis après
Lucie participera avec moi aux questions qui vont suivre. Donc la dépression du postpartum, on va surtout nous parler du repérage et puis bien sûr, des enjeux de ce repérage et de l'accompagnement. On avait discuté comme ça avec les organisatrices et puis nous, en réfléchissant à cette présentation, un petit peu aux points de tension, pardon, qu'il pouvait y avoir autour de ce sujet. Le premier, c'était que, voilà, on voit bien combien les professionnels de la santé ont à cœur comme ça de considérer maintenant cette problématique et puis en même temps, on se rend compte que, en pratique, c'est pas si simple hein, pour les professionnels de l'évoquer avec les familles. Donc ça, c'est un premier point de tension. Le second, c'est que, ben, quand on parle de dépression du postpartum, on a surtout les mères en tête et puis, nous on se dit: «Ben, quid du bébé? Quid du père, du coparent dans cette histoire-là?» Et puis, 3e point de tension, mais il y en a certainement d'autres, hein, c'est la question de la prise en charge, hein. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur le repérage, sur le fait d'en parler avec les familles et puis souvent les professionnels nous renvoient que, OK, ben, c'est bien de repérer, mais après, ben, qu'est-ce que je fais moi de la situation? Comment je peux l'orienter? Donc voilà, c'est un peu en filigrane de notre présentation qu'on discutera de ces différents points. Donc, ça a été dit, hein, dans votre présentation, c'est vrai que la dépression du postpartum, c'est vraiment devenu un enjeu de santé publique ces dernières années, du fait d'une épidémiologie qui est très alarmante, en commençant par, les données qui montrent que le suicide est la première cause de mortalité maternelle dans ce postpartum et puis, comme vous le disiez, il y a une prévalence qui est quand même assez importante de 10 à 20 hein, donc 10 à 20 des femmes, présenteraient après leur accouchement une dépression du postpartum. Non seulement la moitié serait diagnostiquée. Si on regarde de manière un peu plus large, les troubles psychiques, en périnatalité et du risque, notamment d'hospitalisation en psychiatrie, dans ce cadre-là, ce risque, il est multiplié par 18, le 1er mois, pour, toute femme qui a accouché, il est multiplié jusqu'à 35 pour, une primipare. Donc c'est vrai que toutes ces données épidémiologiques ont fait qu'il y a eu une recrudescence comme ça de la sensibilisation des professionnels de la périnatalité et puis des associations d'usagers, qui a amené, cette sensibilisation, cette mobilisation à une volonté politique, assez récemment, avec les 1000 premiers jours, de renforcer, les soins, aux parents. Ça a permis la création de plusieurs unités de psychiatrie périnatale notamment. Et donc aussi, ça met l'accent sur, l'importance du repérage, et du soin. Alors ce qui concerne le repérage, c'est vrai qu'il n'est pas si facile que ça. Tout d'abord parce que la sémiologie, peut être un petit peu particulière. On va avoir des symptômes, des plaintes en tout cas qui peuvent, ne pas faire évoquer de prime abord une dépression du postpartum. C'est le cas par exemple des plaintes physiques qui peuvent être, la première plainte, chez la femme et puis il va y avoir d'autres manifestations qui vont être un peu banalisées et puis, mis sur le coup du contexte, du postpartum, de la présence du bébé et puis c'est le cas notamment de la fatigue. Un autre point qui fait que le repérage est pas facile, c'est que les femmes, peuvent, avoir du mal comme ça à partager le fait qu'elles sont en souffrance, que c'est compliqué pour elles de s'occuper de leur bébé, qu'elles vont mal et au-delà de ça, ben, c'est aussi, parfois compliqué pour elles-mêmes d'identifier le fait qu'elles vont pas bien, hein et elles vont plutôt penser qu'elles y arrivent pas, qu'elles sont pas capables, et pas forcément mettre des mots de dépression, par elles-mêmes sur ce qu'elles vivent. Point du côté des professionnels où, je le disais en introduction, heu combien en fait les professionnels peuvent avoir à cœur en fait de parler de dépression avec leur, enfin en tout cas de prendre en compte cette dimension-là, mais que de leur côté, ça reste parfois compliqué d'oser aborder, ces points-là avec les familles pour, plein de raisons, hein, parce que c'est encore pas si simple de parler, maladie, psychiatrique, fragilité psychologique et puis, parfois on se rend compte dans notre clinique, parfois les professionnels, on peut avoir un sentiment d'incompétence et d'impuissance comme ça qui font qu'ils vont être freinés, pour aborder ces points-là. Mais c'est vrai que c'est important qu'ils puissent le faire parce qu'un des premiers soins pour les femmes, c'est de pouvoir être entendues et reconnues dans ce qu'elles vivent et qu'on puisse aussi nommer, ce qui se passe pour elles. Donc si on s'intéresse plus particulièrement à la dépression du postpartum, un peu pour mettre, en contexte et en définition, on va parler de dépression du postpartum,
quand elle survient de l'accouchement jusqu'à la fin de la première année de l'enfant, avec des pics comme ça à 6 semaines et entre 6 et 10 mois, sachant qu'il y a un certain nombre de dépressions du postpartum qui vont s'amorcer dès la grossesse, d'où une vigilance vraiment à avoir à partir même de la grossesse jusqu'au postpartum. Et puis une des données importantes, c'est que on a quand même un pourcentage de récidive qui est assez majeur dans les grossesses suivantes, de 25 à 30%. Et c'est parfois même lors de cette grossesse suivante qu'on va diagnostiquer dans l'après-coup une dépression du postpartum de la grossesse qui a précédé. Des femmes comme ça qui n'ont pas été diagnostiquées, suivies pour cette dépression, qui vont être suivies à l'issue de la grossesse suivante, et dans l'anamnèse, on va retrouver cette dépression antérieure. Cette dépression, elle peut être de résolution spontanée. On dit qu'elle peut durer entre 3 à 14 mois, mais c'est vrai que la durée, elle va être limitée par les soins. La dépression du postpartum sera moins longue. Au niveau des signes cliniques, donc je disais tout à l'heure que la sémiologie est hétérogène et de repérage parfois difficile. Donc on va avoir des signes de dépression qui sont assez typiques, de la dépression habituelle, de la tristesse de l'humeur, de troubles du sommeil, perte d'intérêt, troubles de l'appétit aussi, on ne l'a pas noté là, mais on peut aussi avoir des troubles de l'alimentation. Troubles de la mémoire, de la concentration, une irritabilité, et puis les plaintes somatiques dont je parlais tout à l'heure. Et puis on va avoir un cortège de plaintes, de signes qui vont plutôt être spécifiques à la dépression du postpartum parce que liés à la présence du bébé et au contexte périnatal, donc l'épuisement majeur. Et puis c'est des femmes qui vont souvent décrire qu'elles ont peu de plaisir à s'occuper du bébé, enfin, en tout cas quand elles peuvent le dire, parce que c'est aussi compliqué de parler de ça. Qu'elles ont peu de plaisir, qu'elles ont l'impression de faire les choses de manière automatique, et puis qu'elles ont du mal à le comprendre, qu'elles ne savent pas forcément pourquoi toujours il pleure et comment y répondre, ce qui va générer chez elles un fort sentiment d'incapacité dont découle aussi une intense culpabilité vis-à-vis du bébé. Et puis là, on a un peu marqué en gras deux symptômes comme ça qu'il faut bien considérer. D'abord l'anxiété, qui est souvent présente dans les dépressions du postpartum et qui est centrée sur le bébé, et là qui est vraiment typique de la dépression du postpartum, parce qu'on ne la rencontre pas spécialement dans les dépressions simples, habituelles. Et puis, il y a aussi à demander si la femme n'a pas de phobie d'impulsion. Donc les phobies d'impulsion, pour définir un petit peu, c'est le fait d'avoir des pensées intrusives, d'idée de faire du mal au bébé, de le jeter par la fenêtre, de le laisser tomber, de le noyer dans le bain, mais qui n'est pas du tout relié à une intentionnalité de faire du mal, qui n'est pas du tout relié non plus à des passages à l'acte. C'est vraiment des pensées comme ça intrusives, dont les femmes vont avoir du mal aussi à parler parce que voilà, il y a un caractère honteux et très culpabilisant d'avoir de telles pensées. Donc c'est aussi important de les questionner là-dessus pour aussi dédramatiser, si vous voulez, et puis leur dire qu'elles ne sont pas effectivement folles, qu'elles ne sont pas les seules, que c'est des choses qu'on connaît et qui peuvent arriver. Là, on ne l'a pas détaillé, mais il y a une échelle de dépistage qui s'appelle l'EPDS, où c'est aussi l'échelle d'Édimbourg qui permet, comme ça, c'est un auto-questionnaire qu'on peut faire en face à face avec la femme aussi, qui permet d'être dans le dépistage de la dépression du postpartum sans être dans un diagnostic véritablement, parce qu'il faut quand même une démarche clinique pour le faire. Mais c'est vrai que c'est une échelle qui s'est quand même assez démocratisée et puis dont les femmes peuvent avoir accès sur différents sites sur Internet. Donc voilà pour les signes cliniques. On voulait aussi parler des facteurs de risque parce que repérer la dépression du postpartum, c'est vraiment utile, mais c'est aussi intéressant de repérer les facteurs de risque en amont, de les repérer notamment pendant la grossesse, ces facteurs de risque, pour avoir une vigilance accrue pendant la grossesse et le postpartum, puis aussi pour pouvoir mettre des choses en place afin d'aider les femmes. Donc, on va avoir des facteurs de risque sur lesquels on ne va pas pouvoir vraiment agir, qui sont les facteurs génétiques, épigénétiques. Donc, on va rechercher des antécédents familiaux de dépression du postpartum. On recherche aussi les antécédents psychiatriques de la femme, à nouveau de dépression du postpartum, de troubles anxieux. Donc là, c'est difficile d'avoir d'avoir des leviers d'action sur des antécédents, sur des choses qui sont passées.
On peut avoir des levées d'action sur d'autres facteurs, notamment les facteurs environnementaux et sociaux, hein, donc de savoir si cette femme elle est entourée, s'il y a un étayage familial, amical, si le conjoint est soutenant, si à contrario c'est une femme qui est plutôt seule, donc pour laquelle on va avoir un souci de mettre en place des étayages. C'est important de savoir s'il y a de la violence conjugale. On peut aussi avoir un levier d'action sur les facteurs économiques, hein, de voir quelles aides on peut mettre en place chez des personnes qui sont en précarité sociale. Et puis, on va avoir des facteurs de risque qui vont être spécifiquement liés à la grossesse et à la présence du bébé par la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif quand il y a des complications de la grossesse ou des événements qui sont survenus pendant la grossesse, notamment des deuils. On sait aussi que les accouchements difficilement vécus peuvent entraîner des dépressions du postpartum. Et puis, on a mis facteurs liés au bébé parce qu'il y a aussi des bébés qui sont plus difficiles à rencontrer, qui sont plus difficiles pour les parents, voilà, qui font un feedback qui fait que les parents ont plus de mal à se sentir compétents. Et ça peut être le cas notamment des bébés très douloureux qui vont avoir des pleurs, excusez-moi, difficilement apaisables, des bébés inconfortables. Et puis, ça peut être des bébés qui vont avoir un niveau d'éveil ou des compétences relationnelles plus restreintes, comme ça peut être le cas notamment chez les bébés nés prématurément, en tout cas quand ils sont encore tout petits. Les risques, la dépression du postpartum, ils sont multiples. Et puis là, on voulait insister sur le fait qu'il y avait des risques pour la femme, bien sûr, mais qu'il y avait aussi des risques pour l'enfant et puis pour le coparent. Donc pour la mère, les risques principaux, ils sont au niveau, ils sont psychiatriques, hein, parce qu'on l'a déjà dit, le risque de suicide, de récidive, de chronicisation. Et puis on a aussi des risques de consommation de toxiques, hein, notamment d'alcool, qui peuvent comme ça être à visée apaisante. Des risques au niveau obstétrical avec des suivis de grossesse qui peuvent être plus précaires, des risques de fausses couches, de complications obstétricales, d'accouchements prématurés. Et puis des risques au niveau social avec une détérioration de la vie professionnelle, hein, c'est des femmes qui peuvent mettre du temps à retourner au travail, au niveau relationnel qui peuvent être en retrait. Et puis on sait les impacts sur la vie conjugale avec voilà comment dire, l'apparition parfois de conflits ou la majoration de conflits dans le couple. Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que quand on parle de dépression du postpartum, on parle souvent des mères, mais c'est vrai que c'est important de considérer qu'il y a aussi des effets pour l'enfant et pour le papa, avec chez l'enfant des risques à court et moyen long terme, on va dire, hein. Donc, je parlerai un peu des risques à court terme tout à l'heure, mais les risques à long terme, on sait que il y a un risque de développer chez les adolescents et plus tard quand ils seront adultes, des troubles psychiques. Et puis pour le père, on a ce chiffre qui est quand même assez important d'une incidence de 25 à 50% de dépression chez le père quand la mère présente elle-même une dépression du postpartum. Donc du côté du bébé, c'est vrai que nous on est pédopsychiatre, hein, donc on soigne les parents, mais c'est vrai qu'on a à cœur que l'enfant ait un bon développement psychomoteur. Et puis c'est souvent par le bébé que les familles vont nous arriver, soit parce que les mères ont comme ça une inquiétude qui va concerner ce bébé, soit parce que le bébé manifeste des signes qui viennent dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dire que quelque chose ne va pas chez le bébé, ça va passer essentiellement par le corps ou par ses moyens de communication, hein. Donc c'est des bébés qui peuvent avoir des troubles fonctionnels comme des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Et puis en termes de régulation des émotions et de la communication, c'est des bébés qui peuvent, en tout cas au début, beaucoup pleurer, être difficilement apaisables, ou à contrario, et ça c'est souvent quand les choses s'installent dans le temps, ça peut être des bébés qui vont être en retrait, trop sages. Et puis on va être aussi attentif au tonus, hein. C'est vrai que l'hyperextension chez le bébé vient souvent marquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut être bien sûr somatique, hein. Il y a toujours à chercher comme ça une cause somatique, mais qui peuvent être aussi le signe d'un inconfort et d'un mal-être. Donc par quoi ça passe en fait ces symptômes du bébé? Nous on va être très attentifs comme ça et c'est ce qu'on va travailler avec les parents sur les interactions, sur la qualité des interactions parents-bébé. Donc on peut le faire de manière fine. Là on est un peu limité par le temps, donc on peut le faire de manière plus globale en regardant un peu ces
globale et un peu intuitive, et on voit bien sur ces 2 photos qu'il ne se passe pas la même chose. On peut imaginer que l'image de gauche montre une dia d'une interaction qui est plutôt jolie, qui est plutôt agréable, et où il y a un bel ajustement comme ça entre la mère et le bébé. Et à contrario, l'image de droite, voilà, il y a des choses qui peuvent plus nous inquiéter dans cette interaction où on n'a pas d'échange de regards, où la mère semble regarder au loin. Voilà, on peut avoir une intuition comme ça de ce qu'on sent dans l'interaction, mais c'est vrai que c'est des choses à regarder de manière plus fine. Alors, qu'est-ce qui fait que l'interaction, elle est importante? C'est que va y avoir des enjeux à cette interaction qui vont être, pour le parent de se sentir compétent, de se sentir d'abord reconnu comme parent par son enfant, puis de se sentir par les réponses que le bébé donne à ce qu'il fait, de se sentir compétent en tant que parent. Et puis pour le bébé, ça va être d'acquérir une certaine sécurité interne, de se sentir exister dans la continuité. Et ça va passer par un ajustement fin entre ce qui va se passer entre les deux. Alors c'est sûr que c'est une interaction qui est asymétrique, le bébé étant très dépendant, ultra dépendant de son parent, mais tous les deux ont une part active dans cette interaction qui passe essentiellement par le corps et par les échanges de regards. Ce qui nous semble important à nommer, c'est comment l'interaction, elle a une fonction dans la régulation, et c'est ça qui explique que chez l'enfant qui va mal, on va avoir des troubles du rythme du sommeil, de l'alimentation, de la motricité et de son niveau d'attention. C'est parce que acquérir en fait toutes ces compétences chez le bébé, alors il a ses ressources personnelles et il a des ressources comme ça qui sont innées, mais ça passe quand même beaucoup par l'interaction avec le parent, essentiellement par l'interaction avec le parent. Donc, c'est pour ça qu'on s'y attarde tant. Et puis pour le parent, encore une fois, il y a le feedback du bébé qui va lui permettre de monter en compétence, disons, de mieux en mieux comprendre son bébé, de mieux en mieux pouvoir y répondre et de mieux en mieux se sentir compétent. Donc on l'a vu avec la photo, l'interaction en cas de dépression maternelle, elle va assembler comme ça, de manière intuitive dans notre ressenti, peu harmonieuse et appauvrie. Et quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'elle va être marquée, cette interaction, par le retrait et par des affects négatifs. Dans le retrait, on va avoir des mères qui vont être effacées, qui vont avoir une attention peu soutenue au bébé et qui vont moins le stimuler par le regard, par le langage, par le jeu. Et en miroir, le bébé, il va être aussi en retrait. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est des bébés qui peuvent au départ chercher leur mère en pleurant, se manifestant, mais qui peuvent s'épuiser à un moment donné et qui vont eux-mêmes être en retrait. Et on va observer des détournements de regard, une absence d'expression, enfin un faible comme ça. Des expressions pauvres, on va dire, au niveau du visage, peu de vocalisation, et puis c'est des enfants qui vont peu explorer, qui vont avoir des jeux assez brefs. Et puis de part et d'autre, on va avoir des affects négatifs, de colère, de tristesse chez la mère, d'irritabilité, et puis le bébé, lui, va être dans des modalités plus de protestation et de pleurs, et encore une fois, notamment au début. Donc voilà, il y a vraiment une attention à porter sur la qualité des interactions. Et puis je le disais, il y a aussi des effets sur le père, de la dépression du postpartum, mais c'est vrai que la dépression du père, elle peut aussi exister sans que la mère soit déprimée. On a aussi des chiffres qui sont quand même assez importants chez le papa. On aurait 10% comme ça de dépression du postpartum chez le père dans la première année de vie de l'enfant, avec 20% de ces pères qui présenteraient un risque suicidaire. Donc le facteur de risque principal, c'est la dépression maternelle, mais les autres facteurs de risque sont à peu près les mêmes que celles de la mère, les antécédents psychiatriques, les conditions environnementales, financières, et puis aussi les complications de la grossesse peuvent avoir des effets sur les papas. Et puis c'est une dépression dont on connaît encore peu de choses, mais dont on isole quelques particularités.
Encore une fois, c'est une dépression dont on parle peu, qui est d'apparition plus progressive certainement que chez la maman. Et puis, on va avoir une symptomatologie qui est un petit peu qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi une symptomatologie habituelle de la dépression ou une symptomatologie de la dépression habituelle, mais on va avoir aussi quelques caractéristiques comme l'irritabilité, le fait qu'on va retrouver plus souvent des conflits dans le couple. Et puis, c'est des papas qui peuvent être en retrait, qui peuvent même parfois disparaître de la vie de la famille, et puis qui vont parfois avoir recours à des toxiques, encore une fois, souvent de l'alcool. Et puis, c'est des pères qui peuvent devenir violents comme ça pendant la grossesse ou dans le postpartum, et notamment à l'égard de leur compagne. Donc, le repérage, il va devoir se faire pour ces 3 partenaires-là de cette famille, de l'antépartum jusqu'au postpartum, avec l'idée que les personnes qui vont être en première ligne pour faire ce repérage, c'est souvent les professionnels de soins physiques, de soins somatiques, parce que déjà pendant la grossesse, il y a quand même beaucoup de consultations qui vont être l'occasion de ce repérage. Dans le postpartum, on en a moins en fait de rendez-vous, donc ça va être vraiment important de le considérer pendant l'entretien postnatal, les séances de rééducation, et puis dans tout le suivi que va être celui du bébé en cabinet libéral, à l'hôpital ou en PMI. Donc ça, c'est mes dernières diapos sur le soin. Donc encore une fois, le repérage, il va plutôt se faire par les professionnels du soin somatique ou de PMI. Et puis, l'idée, c'est ensuite qu'il y ait la mise en place de soins adaptés. Alors c'est vrai que les soins en psychiatrie périnatale, on les pense de manière graduée, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller de la simple consultation en ambulatoire vers le psychologue ou le psychiatre à des soins plus, on va dire, plus étayés, plus soutenus, pluridisciplinaires, qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation mère-bébé. On en a une notamment à Besançon. Et puis entre les deux, on peut avoir des hôpitaux de jour, des accueils de tous les parents à l'unité père-mère-bébé. Donc ça, c'est un peu notre modèle de soins. Sachant que, je le disais, la préoccupation, enfin l'inquiétude des professionnels, c'est surtout la difficulté d'accéder aux soins, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors les raisons à cela, c'est bien sûr la désertification médicale et paramédicale des zones rurales. C'est également le fait de la pénurie de psychiatres, parfois de psychologues dans certaines régions, et des pédopsychiatres aussi. On ne l'a pas marqué là, mais c'est aussi vrai. Et puis, l'offre de soins en psychiatrie périnatale, elle est encore insuffisamment développée, On est en plein dans l'expansion de ces unités, et il y a encore du chemin à faire. Donc, ça explique un certain sentiment de solitude et d'impuissance des professionnels de première ligne. Mais c'est vrai que nous, en équipe ressources, on rencontre et on travaille avec des professionnels loin de Besançon, et on voit toutes les compétences de ces professionnels qui sont bien sûr à soutenir, et les formations sont là pour ça. Et puis, c'est aussi de dire que l'équipe ressources, mais les unités de psychiatrie périnatale, on a à cœur comme ça de réfléchir avec les professionnels à ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, alors on bricole, mais parfois ça permet de penser des orientations, et puis aussi vers les unités de psychiatrie périnatale, mais aussi de s'appuyer sur ce qu'il y a en local. Donc pour finir, c'est très important effectivement de considérer la dépression du postpartum, et que ce soit pour la femme, les bébés et les coparents. Mais c'est vrai qu'on espère aussi, parce que c'est vrai qu'on nous sollicite beaucoup pour parler de la dépression du postpartum, parce que c'est un sujet qui est vraiment majeur en ce moment. Mais on espère aussi que cette ouverture sur la dépression du postpartum, elle permettra qu'on puisse parler de manière plus générale des troubles psychiques en périnatalité, parce que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Passer maintenant en dernière intervention à Madame Castelain-Meunier, qui est donc sociologue au CNRS et qui travaille sur les questions de paternité, justement. Alors, ça fait parfaitement la liaison avec ce que disaient mesdames les docteurs juste avant. Et Madame, vous avez participé notamment activement à l'allongement du congé paternité en France. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup pour les interventions précédentes. C'est passionnant. Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS, ça a été dit. Et donc, je travaille sur la question des pères
depuis 1988. Et pourquoi? Pourquoi, comment? Donc, je suis tombée sur la question des pères alors que je travaillais sur la question du mouvement social des femmes dans le laboratoire d'Alain Touraine, le sociologue Alain Touraine. Et en fait, à ce moment-là, je suis tombée sur les groupes de défense de la paternité. Il y avait deux types de groupes. Il y avait les groupes qui étaient suite au divorce par consentement mutuel, suite aux séparations conjugales. Il y avait deux types de groupes. Il y avait les groupes qui souhaitaient aller vers, à la suite de la séparation, aller vers le partage des responsabilités parentales, alors que c'était difficile à cette époque-là d'aller vers un partage équitable entre l'homme, le père et la mère quand l'enfant était tout petit. En général, le juge donnait la responsabilité et la garde à la mère. Donc, mais ces groupes-là étaient véritablement très respectueux à l'égard des femmes et à l'égard notamment du mouvement des femmes des années 1970, hein, avec cette idée que, oui, bien sûr, c'était important que la condition de la femme change. Par ailleurs, donc, eux, ils souhaitaient le partage des responsabilités parentales. Par ailleurs, il y avait un autre type de groupe de pères qui était au contraire opposés au partage des responsabilités parentales et qui souhaitaient véritablement prendre le pouvoir au niveau du couple quand il y avait séparation, hein, et qui véritablement souhaitaient montrer leur opposition au changement des femmes, au mouvement des femmes, avec cette idée que on était dans une société où c'était le déclin du père et que la crise de la paternité et que ça, c'était la faute du changement des femmes. C'était la faute des femmes. Et donc là, je me suis dit, mon œil, je vais aller voir du côté, bien sûr, de la sociologie, de l'histoire, de la psychanalyse, etc., le déroulé. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'épopée historique de la paternité. Et je trouve qu'elle est très importante pour comprendre où on en est aujourd'hui. Et notamment la façon dont il y a des hommes aujourd'hui qui souhaitent de plus en plus se positionner comme partenaires plutôt qu'aidants, et notamment du côté des jeunes générations, et que c'est important de les accompagner, de les aider à aller dans ce sens-là. Alors, donc, je suis remontée dans l'histoire de la paternité. Pourquoi? Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de comprendre comment ça se fait qu'il y a un certain nombre de pères qui considèrent que leur rôle n'est pas de s'impliquer dans la sphère domestique, dans la sphère éducative, mais de véritablement conforter leur rôle d'un point de vue social, économique. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on demande surtout, notamment à un père, dans le cadre de cette modernité, des femmes qui travaillent, c'est notamment d'être dans une paternité relationnelle impliquée. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, on est passé de la paternité institutionnelle à la paternité relationnelle impliquée, mais sans qu'il y ait véritablement de transmission qui permette à l'homme, au père, d'être véritablement impliqués dans leur paternité et de se sentir avec des compétences. Et donc, c'est important de comprendre qu'à l'échelle de l'histoire, on a éloigné les pères de la naissance, de la petite enfance. Ils intervenaient surtout dans la question de la transmission et surtout quand l'enfant atteignait ce qu'on appelait l'âge de raison, vers 7 ans. Et donc, on comprend qu'il y ait des pères, des hommes qui aient du mal à s'impliquer, à prendre leur place de manière, entre guillemets, satisfaisante,
et sans le vivre de manière, entre guillemets, un peu traumatisante aussi, cette paternité. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'ai fait ce livre-là, L'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères chez Larousse. Et puis, vous pourrez trouver ce petit livre en accès gratuit chez yapaka.be. BE, c'est belge. C'est un petit livre qui est édité, comme beaucoup de productions, par le gouvernement belge sur toutes les questions de paternité, de maternité, d'enfance et de maltraitance. Et c'est repenser la place des pères chez yapaka.be, d'accès gratuit. Et puis, j'ai fait d'autres livres sur tout ça, bien sûr, mais pourquoi centrer un peu sur cette idée qu'il faut repenser la place du père, qu'il faut parler aussi et oser y aller, parler d'instinct paternel, c'est que jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à penser que le père pouvait véritablement savoir s'occuper d'un tout petit, d'un bébé. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de réaliser que il faut un peu des sortes de stimulation, de stimulants pour réaliser, oui, que le père peut véritablement entrer en contact et en interaction avec un tout petit. Et je pense qu'il y a des films réalisés par des étudiantes qui passent leur thèse en psychologie, etc., qui sont très intéressants, qui montrent à quel point, ben, quand on met un tout petit, éventuellement il a quelques jours, face à l'homme, face au père, et qu'ils sont seuls, hein, il y a juste la caméra qui est là, qui est présente, et eh bien, on sent bien qu'il se passe des tas d'interactions entre le bébé et l'homme, ne serait-ce que sur le plan sensitif, sur le plan sensoriel, sur le plan auditif, sur le plan audio, et qu'il y a véritablement des échanges, des interactions. Et on réalise que parfois, quand il y a des intermédiaires, la mère ou des soignants, tout ça, ou d'autres personnes, eh bien, le père ne s'impliquera beaucoup moins. Et c'est important de réaliser à quel point il faut aussi laisser la place au père et favoriser, faire en sorte que le père prenne sa place. Et entendre aussi, et ça a été dit tout à l'heure, entendre aussi tous les changements qui peuvent survenir suite à la grossesse, à l'attente par la femme de l'enfant, la grossesse, l'accouchement, l'arrivée de l'enfant, et que oui, l'homme subit aussi des tas de transformations. Et des études américaines ont montré que sur le plan hormonal, sur le plan physiologique, il se passe aussi des choses, et que c'est très important de réaliser que oui, le père est aussi un humain qui peut communiquer, échanger avec un autre humain, avec un tout petit, et prendre en charge les soins du tout petit, là où jusqu'à présent, on a sollicité les femmes dans tout l'univers du care, du soin, et on a éloigné les hommes de tout cet univers. Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, notamment, répriment un peu ces manières d'être proches du tout petit. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont tendance à favoriser l'implication dans le rôle social et s'investir plus professionnellement quand il y a un enfant qui arrive, parce qu'ils intériorisent que leur rôle, c'est eh bien, vraiment d'être pourvoyeur au foyer pour que la famille soit confortable. Et donc, je pense que c'est très important que la société prenne en considération le changement de rôle qui s'effectue à l'échelle de la société par rapport au passé, avec le fait que oui, l'homme peut s'impliquer, mais qu'il faut l'accompagner le mieux possible pour qu'il y parvienne. Et pour que ce passage du
conjugalo-parentale soit vécue de la manière la plus positive. Et notamment, moi j'entendais des responsables d'entreprise qui disaient quand l'homme voulait assister à l'accouchement ou quand l'homme voulait éventuellement partir plus tôt pour s'occuper du tout petit, qui disait mais c'est pas toi qui accouches, c'est ta femme, ou qui disait mais enfin c'est ta femme, l'enfant il a besoin de sa mère, pas tant du père, ton rôle est ailleurs. Donc on sent qu'il y a encore des tas de freins, des tas de stéréotypes qui empêchent qu'il y ait une implication du père comme le souhaiteraient les jeunes pères aujourd'hui. Et donc, on est passé à l'échelle de l'histoire, et les historiens nous le disent, d'une paternité qui renvoyait au plein pouvoir du père, notamment au Moyen-Âge. Les historiens nous disent que c'était l'âge d'or des pères. À la Révolution française, il y a eu un changement de rôle, et notamment, c'est très compréhensible, la façon dont la société impacte le rôle du père. Avant la Révolution française, durant la période agraire, on comprend que le père avait un rôle très important par le biais de la filiation, de la transmission des biens, par le biais de la filiation, des mariages. Donc, il possédait tous les pouvoirs sur les enfants, hein, et notamment les enfants majeurs. Et donc, le pouvoir, notamment sur le mariage des enfants, était fondamental. Pourquoi? Parce que ça permettait d'agrandir la terre, parce que par le biais du mariage, eh bien, il y avait un enrichissement de la famille, un agrandissement des terres. Et ensuite, à la Révolution française, c'est plus la terre qui est un élément fondamental pour les familles. C'est en fait la possibilité, puisqu'on passe à une société industrielle, c'est la possibilité d'être en ascension sociale, et notamment par le biais des diplômes. Donc, on sent bien que le rôle du père se transforme, notamment avec le fait qu'il y a l'école primaire publique obligatoire pour les garçons et les filles. Et donc, le père n'a plus ses pleins pouvoirs comme autrefois. Et donc, il est plus un peu en distance, notamment dans l'univers de la transmission à l'égard des enfants. Et ensuite, en 1970, à la suite du mouvement des femmes, on sent bien qu'il y a des transformations majeures qui s'effectuent, notamment on passe de la puissance paternelle à l'autorité parentale, et aussi, ça c'est en 1970-72, et aussi en 1993, c'est le principe de la coparentalité. Et ensuite, vous savez qu'il y a un grand nombre de transformations, de lois, notamment concernant l'homoparentalité, etc. Et donc, on sent bien que là, il y a eu une sorte d'élargissement, de multiplication des types de familles, des liens parentaux, et que ce qui fait sens aujourd'hui, c'est, quel que soit le type de famille, que l'homme prenne sa place auprès de l'enfant et bien sûr auprès de la mère. Et ça, c'est fondamental, comment la société va accompagner le moins mal possible cette prise de place. Et cette prise de place, elle est vraiment pleine de potentialités, hein, et notamment autrefois dans certaines civilisations, il y avait ce qu'on appelait le principe de la couvade, c'est-à-dire que le père se mettait dans le lit, s'allongeait pour essayer de recueillir un peu tous les dangers inhérents à cette société et aux dieux qui pouvaient jeter des mauvais sorts sur la femme. Donc là, l'idée, c'était de détourner les mauvais sorts de la femme et de l'enfant, et que l'homme prenne ça sur ses épaules et sur lui. Et là, l'idée, c'est allons vers ce partage des responsabilités éducatives et domestiques entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, et
et cette capacité de laisser cette place à l'homme auprès de l'enfant, auprès du tout petit pour qu'il s'en occupe. Et on sent bien que c'est très important dès le départ, notamment quand la femme attend l'enfant, c'est très important de comprendre à quel point, eh bien, il faut aussi, quand la femme le souhaite, impliquer ce futur père. Et je suis admirative de ce que fait aussi l'équipe à Montreuil, qui essaye de faire en sorte qu'il y ait des consultations prénatales, hein, du père, du futur père, afin que déjà il y ait possibilité de parler des problèmes de santé, bien sûr, s'il y en a, mais aussi que l'homme, le futur père, puisse échanger avec des personnes compétentes, notamment sur la façon dont il perçoit sa future paternité, quelles sont les angoisses, quels sont les doutes, et comment on pourrait l'accompagner le mieux possible. C'est aussi toute l'importance qu'on peut donner au groupe de pères quand il y a... donc c'est très important que le futur père puisse avoir comme ça une consultation gratuite. Et il y a une mobilisation dans ce sens-là pour que la santé se perçoive de cette manière-là. Et c'est très important aussi que dans les maternités, dans les hôpitaux, etc., il puisse y avoir des groupes de pères, des discussions entre les pères sur tout ce qu'ils ressentent d'un point de vue émotionnel, sensible, parce qu'on sait bien qu'il y a des difficultés qui sont très fortes du côté des hommes d'exprimer leurs ressentis, et que s'ils rencontrent des problèmes, on sait bien que vulnérabilité et virilité ne riment pas ensemble, et que donc ils ont beaucoup de difficultés à identifier leurs problèmes émotionnels, etc., mais aussi à exprimer leurs difficultés, et que c'est très important de pouvoir les accompagner le moins mal possible. C'est très important d'allonger le congé de paternité, et aussi bien sûr, quand les conditions s'y prêtent et qu'il n'y a pas de violence, mais c'est très important de réaliser que les hommes peuvent véritablement prendre leur congé de paternité en s'impliquant, en s'impliquant, en s'impliquant avec le fait que moi, quand en 2000, j'ai demandé, quand on m'a fait venir au ministère de la Famille, j'ai demandé qu'on allonge le congé de paternité, j'étais impressionnée de voir qu'il y avait des associations qui étaient présentes et qui étaient vraiment très, très heureuses qu'on allonge le congé de paternité. Malheureusement, à cette époque-là, il a été allongé en 2002 de 14 jours. Donc, c'est impressionnant comment c'était au compte-gouttes. Et vous savez très bien qu'il y a quelque temps, il a été allongé et qu'on parle de l'allonger et d'aller vers 16 semaines. Et il me semble très important de favoriser l'allongement du congé de paternité, avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent de la capacité des hommes à prendre ce congé. Pourquoi ? Parce que avec l'idée que eh bien, les hommes ne vont pas se servir de ce congé, il y en a beaucoup qui continuent à dire ça, se servir de ce congé pour véritablement aider la femme, intervenir, être présent, mais qu'ils vont se servir de ce congé pour parfaire leur formation professionnelle, pour améliorer leur statut social. Et donc là, on fait fausse route en gardant en tête que ça va se passer comme ça. Alors que ce qui est fondamental, c'est véritablement les accompagner dans cette prise de congé. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes pères qui me disent actuellement, j'ai pris mon congé et en fait, là, je dois reprendre le travail et malheureusement,
je commençais véritablement à bien m'impliquer, à bien savoir comment m'y prendre. Et on a l'impression que ça leur coupe un peu les ailes que d'avoir à reprendre le boulot. Donc, c'est très important d'aller vers l'allongement du congé de paternité. Et excusez-moi, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou je ne sais pas. Alors, il faudrait que vous puissiez conclure rapidement, s'il vous plaît. Effectivement, on est hors temps de parole. Merci. Ah, mais c'est ça. Mais donc, j'ai presque terminé. Donc, moi ce que je voudrais dire, c'est à quel point, quand l'homme peut exercer sa paternité relationnelle impliquée en étant présent, j'ai été très impressionnée de voir à quel point il sent ce besoin de parfaire sa manière d'être père et que j'ai entendu des pères qui étaient contents quand, par exemple, la femme les laissait véritablement être père comme ils le souhaitaient, euh, c'est-à-dire à leur manière. Par exemple, moi j'ai en tête un père qui, pour endormir son enfant, mettait une petite bougie, bien sûr, en toute sécurité, hein, bien sûr, mais qui trouvait que c'était un moyen qui convenait à l'enfant. Et bien sûr, il n'y avait aucun problème de sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est que la mère laisse la place au père prendre sa place. Et que ça passe aussi. Et c'est ça qui est difficile dans ce passage du conjugal au parental, d'être dans la communication, parce que en général, les parents sont très fatigués et que la société n'accompagne pas bien la parentalité pour soulager les parents. Et que ce qui est fondamental, c'est que le père puisse prendre sa place et puisse réaliser sa manière d'être père et que la mère lâche du lest et cette capacité à penser que oui, l'homme ne fait pas forcément comme elle ferait, mais que c'est important de lui laisser sa place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Castelomonier, pour cette intervention qui fait, je trouve, associer beaucoup le rapport entre le collectif, la société et l'intime du couple, de la famille. Et on comprend bien aussi une dimension qu'on entend et qu'on a entendue dans d'autres interventions, qui est que la place du père ne peut pas reposer une fois de plus que sur la mère. Et à quel point la société aussi et le politique a sa place à jouer sur justement instituer quelque chose de la place du père. Et alors, la question peut-être qu'on peut vous poser à chacune, parce que il ne vous échappera pas que ce webinaire à la base est centré sur la mère, et pourtant on se retrouve à parler du père. Alors, ironie du sort, on est toutes des femmes hein, à parler aujourd'hui en plus. Mais un enfant, ça se fait toujours à deux, quoi qu'il arrive. En tout cas, dans la majorité des familles et des couples actuellement, un père est impliqué. Et on constate que il est difficile de parler de la mère et de l'enfant sans évoquer le coparent qui est la majorité du temps un homme et de l'apport qu'il peut avoir pour soulager, repérer, accompagner la maman en difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on est face à un homme qui va avoir du mal à manifester sa vulnérabilité, peut-être parce qu'il n'a pas d'espace, même médical, il n'y a rien de prévu, sauf peut-être la préparation à la naissance, si l'homme accompagne sa femme pour l'aider à cette transformation, voilà, sa transformation personnelle vers la paternité. Euh, et, euh, et à côté de ça, en fait, comme il y a peu de transmissions qui ont pu se faire en vertical entre hommes, eh bien, on se retrouve avec des mamans qui, quand elles sont face à un homme qui veut s'impliquer, eh bien, alors qu'elles-mêmes, elles ont besoin de soutien, qu'elles sont peut-être fatiguées, etc., elles sont dans une forme de transmission elles-mêmes, d'éducation du conjoint, pour qu'après, elles puissent prendre sa place. Donc, je pense que là, chacune peut peut-être réagir un peu à ce qu'on vient d'évoquer, donc sur cette question de la vulnérabilité qui peut-être manque du côté de l'homme, mais aussi de cette vulnérabilité qui est presque
invisible chez la femme, tellement ça peut paraître normal qu'elle soit en cas de difficulté, ce qui aussi ajoute des difficultés pour vous professionnels parfois à repérer qu'une femme va mal, parce qu'une maman qui se plaint qu'un enfant dort pas, bah, un enfant qui dort pas, c'est fréquent dans les premiers temps. Pour autant, ça peut cacher aussi beaucoup d'autres choses, cette plainte-là. Euh, et puis voilà, en termes de vécu de maman. Je sais pas si tu veux ajouter un élément avant de laisser la parole à chacune. En tout cas, si on devait résumer les différents propos et la question qui émerge quand on vous écoute, c'est finalement chacune de votre place, comment vous distingueriez donc le rapport à la vulnérabilité des hommes et des femmes dans la parentalité Je ne sais pas et qui, son incidence clinique. laquelle veut commencer par rapport à ce qu'on a pu évoquer. Alors, Madame Mathis, on vous laisse la parole, allez-y. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions de manière pertinente parce que là, il y a 2 questions qui émergent. Mais déjà, je voulais vous dire que moi, j'ai des papas qui m'ont demandé, s'ils pouvaient aussi, venir sur le forum pour échanger sur leur paternité. Donc, on voit un réel besoin des pères, de s'exprimer à ce sujet. Effectivement, la dépression du postpartum, on en entend de plus en plus parler du côté des pères. Et effectivement, alors moi, j'ai un petit biais en plus puisque je suis étudiante en psychologie en 3e année et on nous a demandé de travailler sur un pré-projet de recherche, en clinique. Et moi, mon axe de recherche, c'est justement, comment on peut dépister, le mal-être chez la maman et finalement, la personne la plus proche d'elle, une fois qu'elle est sortie du circuit clinique, c'est-à-dire, maternité et soins avec la sage-femme et soins avec le gynécologue, par exemple, c'est le papa ou le coparent. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément un papa, ça peut être aussi notre maman. Et donc finalement, pourquoi ne pas englober, ce papa ou ce coparent pour justement être sensibilisé à cette difficulté qui peut émerger, à parler de la sienne aussi, comme, disait madame Castellan-Meunier, c'est-à-dire que lui aussi, il vit des changements pour que finalement ces changements se vivent à 2 et s'accompagnent, mutuellement comme tous les obstacles qui peuvent intervenir dans une vie de couple, en fait. Le bébé, ça c'est terrible de parler du bébé comme un obstacle, hein, parce que c'est pas mon propos, mais vous verrez la nuance, je pense. C'est-à-dire que oui, ça peut être une difficulté, mais si elle est partagée, si elle est communiquée, si ensuite l'un et l'autre, on peut s'aider mutuellement pour aller vers de l'aide si besoin, ça peut faire avancer grandement les choses. Voilà, c'était ma petite contribution, sur ce thème-là. Merci pour cet élément de réponse qui souligne aussi à quel point, à quel moment on considère le papa comme un être vulnérable dont il faut prendre soin et à quel moment cet être vulnérable-là, il va falloir qu'il puisse nous aider à prendre soin de la maman et du bébé, hein. Ce qui peut constituer au plan clinique une sacrée complexité aussi dans la relation avec ses papas. Mesdames, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces sujets? Oui, peut-être sur la question des papas, ce qui me venait en tête, c'est effectivement, là, il y avait un commentaire d'un participant là qui disait qu'à la maternité, ça reste encore très féminin. Puis c'est vrai, en fait, puis c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de consultations qui sont offertes au papa. Et puis, moi, j'ai une activité de liaison avec la maternité. Puis c'est vrai que c'est les femmes qu'on m'adresse, hein, parce que c'est elles qui vont en consultation, c'est elles qui bénéficient avec la grossesse de plein de rencontres comme ça avec des professionnels. Donc, il y a quelque chose qui reste encore très féminin dans la prise en charge de la grossesse et du bébé. Et puis en même temps, ce qui me venait aussi, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à, on attend du papa qui soutienne la mère et le bébé. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette place de tiers qu'on attend souvent des pères ou des coparents. Enfin, hein, et c'est quelque chose qui est, voilà, en psychologie, qui a une notion importante, quoi, hein, de cette place de tiers. Puis en même temps, ce que je me dis, c'est que dans les papas qu'on peut voir comme ça, avec qui peuvent être en souffrance autour de la naissance de leur bébé, c'est qu'eux-mêmes, ils sont traversés par des choses compliquées en devenant père. Hein. C'est vrai que en psychologie, en psychanalyse, on parle de la transparence psychique de la mère, de ce qui la traverse pendant la grossesse, des remaniements psychiques. Et puis, ce qui est peu étudié encore, c'est les remaniements psychiques qui sont à l'œuvre chez les pères. Et c'est vrai qu'ils ont tout ça, les pères. Hein. Ils sont en même temps attendus comme un soutien. Et puis en même temps, eux, ils sont traversés par des choses qui sont pas forcément si simples que ça. Hein. Et je pense notamment aux pères
qui ont vécu de la violence, qui ont vécu des carences dans leur enfance. Enfin, voilà, c'est des pères qui peuvent être en difficulté quand ils accèdent à cette position-là. Merci. Il est vrai que même, par exemple, un pays comme l'Espagne, qui a mis en place une préparation à devenir grand-mère, c'est quelque chose d'assez innovant qu'on voit pas, dont on n'entend jamais parler, ça reste quand même toujours à nouveau pour la grand-mère et pas pour le grand-père ou pas pour les voisins, les proches, voilà, qui pourraient venir en soutien à la maman en difficulté pendant la grossesse ou le postpartum. Madame Castellin-Meunier, peut-être vous voulez réagir aussi un peu. Quand on avait préparé le webinaire ensemble, on avait évoqué toute cette question en fait de ce double maternage que la mère peut se retrouver à faire, qui rajoute de la charge mentale pour aider en fait son compagnon à prendre sa place pour du coup, in fine, alléger sa propre charge mentale. Vous Exactement. évoquiez en préparant cette expression avec une expression très intéressante qui était cette notion de biberonnage, en disant attention qu'on ne demande pas non plus aux mères de biberonner les pères. Est-ce que vous pourriez développer cette notion? Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est que du coup, c'est comme si l'homme reprenait une sorte de statut d'enfant que la femme allait avoir à supporter, à accompagner. Et donc ça, mais là encore, c'est un héritage de l'histoire, c'est impressionnant. Et donc, sortir de cette notion de biberonnage de l'homme est fondamental. Et notamment, euh, pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui sollicite tout le temps la mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps l'homme. Et regardez, on parle, il faut aussi changer un certain nombre de choses. On parle d'école maternelle, à la crèche. Moi, il n'y a pas longtemps que les puéricultrices, etc., euh, ont arrêté de dire, quand c'est un homme qui vient chercher le tout petit, vous direz à votre femme on lui a bien donné son sirop ou des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire en fait, il y a un peu une infantilisation de l'homme et du coup, il y a une surresponsabilisation de la mère. Alors, à l'inverse, c'est impressionnant aussi ça, il y a des hommes qui, à l'arrivée de l'enfant, ont peur d'être abandonnés et ils font de la surenchère. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils essayent de prendre beaucoup de place de manière à évincer la mère. Alors, c'est l'inverse hein, de ce qu'on vient de dire, à évincer la mère et à ne pas se sentir, eux, euh, euh, éjectés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui est fondamental, c'est ce partage des responsabilités et comment il faut absolument que l'homme suive, entre guillemets, une sorte de préparation euh, à l'art d'être père pour qu'on lui laisse aussi sa place et qu'il prenne aussi sa place et une place, entre guillemets, adéquate. Et donc, on est dans une société où on se répartit les places et les rôles aujourd'hui. Avant, c'était des rôles très différenciés. Mais là, on est dans une sorte d'entre-deux où on continue à solliciter les femmes, à surcharger les femmes. On est dans l'impératif de la bonne mère. Et en même temps, on sollicite l'homme autrement, mais on ne lui donne pas les moyens d'être un père impliqué, relationnel impliqué. Et donc, il faut absolument aller vers la possibilité, donner au couple la capacité à échanger pour se répartir le moins mal possible les places et les rôles. Et donc là, on sent bien qu'il y a tout un travail à faire pour aller vers ce partage des responsabilités éducatives et parentales et domestiques, de manière à alléger la charge mentale de la mère et notamment cette surcharge de responsabilité à l'égard de la place du père. Merci. Effectivement, cette charge ou surcharge maternelle qui peut venir ajouter déjà à une difficulté psychique déjà présente et oui, qui alourdit en fait la difficulté pour la patiente, pour la femme à se relever.
Tu avais une question, Élise. Oui, effectivement, et au-delà du père qui peut être un témoin, et on voit bien à quel point sa place est sensible, subtile et plus ou moins assumée par la société aussi, et comment ça se rejoue dans l'intime du couple, il y a évidemment un certain nombre d'autres partenaires autour de la maman, et notamment les professionnels de santé. Et ma question, et notre question, s'adresse autant à l'équipe ressources qu'à Maman Blues sur justement, comment est-ce qu'il peut y avoir une complémentarité entre ces différents dispositifs ou la possibilité d'un maillage qui existe peut-être déjà un peu, mais en tout cas pour pouvoir aborder la difficulté maternelle et dépister la difficulté maternelle dans toutes ses facettes avec peut-être des outils différents. Et ma question, elle était autour de qu'est-ce qui existe, quel lien il peut y avoir entre les partenaires de santé, enfin quel partenariat entre les professionnels de santé et les associations de type Maman Blues, et comment est-ce que ça peut être complémentaire ou parfois peut-être paradoxal. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, mesdames? Allez-y, Madame Mathis. Alors, en plus, enfin, moi, ça me touche encore plus cette question parce que au mois de mars, j'étais en stage à la maternité de Pontoise, donc j'ai pu voir ces interactions se mettre en place. Et en plus, je suis en contact avec la personne qui s'occupe du réseau périnatal du Val d'Oise, qui m'a contactée justement sur ce thème-là, du maillage, justement. Et on a échangé sur le rôle de chacune. Et c'est pour ça que je parle de filet de sécurité dans ma présentation. C'est-à-dire qu'en fait, quand la maman est un peu lâchée dans la nature, alors je mets des guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être la sensation qu'on a quand on est en dehors du parcours de soins, qu'on est rentré chez soi avec son bébé. On est un peu perdu, on est fatigué, on n'a pas forcément la force d'aller vers des professionnels de santé. Euh, donc, on choisit souvent la facilité, c'est ne rien faire, quoi. Ou en tout cas, se laisser gentiment glisser quand c'est vraiment un cas difficile. Donc, on a parlé de ça avec notamment Hélène Payenne, donc, qui anime le réseau périnatalité dans le Val d'Oise. Et elle a constitué carrément un annuaire de tous les professionnels de santé qui peuvent être autour de la périnatalité. Donc, c'est un annuaire qui va nous servir à nous, Maman Blues, pour rediriger. Parce qu'en fait, voilà, notre fonction, c'est on récupère les mamans qui se sont un peu perdues et on va les rediriger vers des professionnels de santé adaptés. On choisit en majorité des psychologues qui sont spécialisés en périnatalité et qui sont capables de traiter ces sujets vraiment très particuliers. Mais ça peut être les PMI, et cetera. Donc en fait, le but du jeu, c'est de faire connaissance avec tous ces partenaires, connaître leur existence, savoir comment on peut les utiliser et vraiment rediriger les mamans, et les papas peut-être à terme aussi, vers ces professionnels. Voilà, donc ça se met doucement en place, mais ça avance. Il y a une vraie prise de conscience, autant des professionnels que des associations, pour justement agir main dans la main pour ne pas laisser une maman dans la nature déprimée toute seule, en fait. Voilà. Et vous, au niveau de l'équipe ressources, peut-être votre problématique est légèrement différente parce que vous avez la personne qui vient en consultation où elle vous est adressée et vous avez peut-être une double problématique où vous repérez peut-être que la personne, la maman va mal, mais elle ne l'accepte pas. Et vous pouvez avoir plus des difficultés avec des refus de soins potentiellement aussi. Euh, comment, comment vous appréhendez le fait que, oui, il y a des mamans peut-être qui sont repérées en maternité qui vont pas bien et qui, malgré les propositions de la PMI, malgré, etc., ne reviennent pas vers vous. Et puis ensuite, celles avec lesquelles vous êtes en contact, mais qui n'acceptent pas cette dénomination d'aller mal parce que, elles ont l'impression d'être stigmatisées ou, voilà, je rejoins un petit peu en fait votre question initiale, docteur, où vous disiez que c'était pas si simple de l'évoquer avec les familles en fait.
Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Déjà, pour la question du maillage, je rejoins complètement Madame Mathis sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place et qui évoluent avec le temps et qui tiennent aussi à une meilleure interconnaissance de tous les services, que ce soit des associations de familles nationales ou locales, hein, et des différentes services professionnels, que ce soit du social, médico-social ou sanitaire, qui sont autour des familles. Sur la question du repérage et du refus de soins. C'est une question qu'on a souvent, auquel effectivement on est confronté. Après, je dirais qu'on essaie toujours au maximum d'aller au rythme des femmes, des familles, et de travailler en partenariat avec elles pour leur faire accepter progressivement les aides qui peuvent leur être proposées. Quand il y a pas, quand on reçoit une famille ou une femme qui nous semble être isolée ou pour lequel le maillage n'est pas encore activé, on va pouvoir nous proposer à cette femme, à cette famille de pouvoir faire le lien avec différents professionnels ou les associations de famille pour justement venir en soutien. Et puis, bon, bah, après pour la question du refus de soins, ben, l'évaluation, elle sera en fonction de l'état clinique et de la maman et de la situation, pour le bébé, qui doit quand même être protégé, et voilà, c'est dans les limites, de ce qu'on peut faire, et on peut après tomber dans le champ de la protection, mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions. Merci. Après, il est vrai de toute façon que une des grandes craintes des mamans, c'est ce que disait Madame Mathis, c'est la peur qu'on leur retire leur enfant. Dans cette équation, l'enfant apporte toute la complexité. Enfin, c'est parce que l'enfant est là que la femme a traversé toute cette transformation de son corps, que ses hormones peuvent aussi participer à ce qu'elle aille très mal. Toutes les injonctions, l'image de la mère qui viennent ajouter à cette difficulté. Et pour autant, enfin, parce que cet enfant est là, elle ne voudrait pas laisser donner l'impression qu'elle ne s'en sort pas, qu'elle n'y arrive pas. Et si l'enfant n'était pas là, peut-être qu'en allant mal, elle oserait plus le dire. Donc c'est quelque chose de voilà d'ambivalent et difficile, c'est certain. Madame Mathis voulait réagir, je vais vous laisser réagir. Et puis après, malheureusement, nous devrons clôturer ce webinaire. Mais allez-y, je vous laisse un petit temps de parole. Bon, ça, je voulais vite faire le lien par rapport au refus de soins et effectivement à la maman, quand je disais qu'il choisit la solution de facilité. Il faut savoir que la dépression, ça fatigue énormément. Donc souvent, on a vraiment du mal à faire un geste, même le plus petit soit-il. Et par rapport au refus de soins ou à la peur qui peut être déclenchée par cette idée d'aller voir un psychiatre ou un psychologue et de se voir retirer son bébé potentiellement, en fait, c'est là où la paire aidance a tout son intérêt. C'est-à-dire que nous, on a traversé ça, les mamans bénévoles. On est plus âgées, on a des enfants plus grands, on a parfois été médiqués pour aller mieux, on a suivi des thérapies. Donc on partage ces expériences-là avec les mamans pour leur dire: «Bah, regardez, en fait, tout va bien maintenant. On n'a pas perdu la garde de notre enfant, on va beaucoup mieux, on a pu profiter de cette maternité», même si au départ, il y avait eu un petit faux départ justement parce qu'on n'était pas forcément dans les starting blocks. Mais voilà, donner de l'espoir, dédramatiser, déstigmatiser, effectivement, dire qu'elles ne sont pas seules, et que c'est OK de se soigner, que c'est pas grave, que ça ira mieux de toute manière. Voilà. Merci. Alors nous allons devoir, clôturer ce webinaire. Il y avait plusieurs, interactions intéressantes dans le QR auxquelles malheureusement on n'a pas le temps de répondre. Mais, voilà, on a apprécié, lire, chacune de vos participations. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait voulu prendre le temps d'aborder.
notamment tout ce qui est potentiellement médication, hein, le risque tératogène pendant la grossesse, les bénéfices-risques maman-enfant, puis pendant l'allaitement. On aurait pu aborder aussi toutes les injonctions paradoxales auxquelles la mère est soumise, autant par les professionnels que son entourage. On aurait pu évoquer encore beaucoup de choses. Malheureusement, le temps est imparti. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à chacune pour sa présence. Nous récupérons les deux les deux diaporamas, donc des deux interventions qui en ont eu. Et lorsque vous sera envoyée la synthèse des échanges de ce webinaire et l'annonce de la mise en replay sur notre chaîne YouTube, vous aurez également accès, vous participants, donc, à ces diaporamas. Et puis donc, je vais laisser Élise faire une petite conclusion. Oui, la santé mentale maternelle est rarement abordée pour elle-même et souvent seulement au regard des impacts qu'elle peut avoir sur l'enfant. Et c'était important aujourd'hui qu'on puisse parler des femmes et des femmes dans cet épisode-là de leur vie et de vulnérabilité et des femmes avec ces hommes qui sont à leur côté et qui ont été là à un moment donné pour que cet enfant soit là. Et à cet égard, au regard des répercussions sur la future vie entière du bébé, la santé maternelle, elle a aussi un enjeu politique à part entière qui devrait être considéré comme tel. En amont de l'enjeu immense que représente la prévention, la protection de la santé mentale chez les mineurs, il y a la santé mentale des mères, pour les mères, et puis pour ce qu'elles portent plus symboliquement après les 9 mois. À l'heure où notre système de santé s'interroge sur les dépenses, les restreints, la prévention et un meilleur repérage de la situation psychique des femmes devient une nécessité. Et peut-être une nécessité, certes, qui coûte cher, mais une nécessité peut-être pour faire des économies sur un autre plan plus tard. Ça doit s'accompagner de la présence sur le territoire français de dispositifs en suffisance pour accompagner et soigner les femmes en situation de vulnérabilité, en périnatalité. On entend aussi à travers les lignes la difficulté des soignants derrière le repérage, de savoir à qui adresser et au-delà du périnatal, dans un contexte de soins qui est de plus en plus désertique parfois. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi du côté des soignants un enjeu de prendre soin des soignants, leur donnant les moyens de faire suivre ce qu'ils ont repéré. Il y a eu des docs éthiques qui, justement, ont travaillé au niveau de l'espace éthique, sur les déserts médicaux, les enjeux éthiques derrière les déserts médicaux, et soigner aussi bien avec moins. Est-ce que l'éthique peut nous aider aussi de ce point de vue-là? En tout cas, L2, les santé mentale maternelle et infantile représentent sur le long terme un coût colossal en soins de santé. Et à cet égard, le choix de la cause nationale 2025 de se porter sur la santé mentale devra se concrétiser en actions politiques pour améliorer l'accès aux soins, dans un souci de justice sociale, des actions publiques attentives à équilibrer une intervention nécessaire, le respect de la vie privée des familles, bien sûr, et la pensée de l'avenir de nos enfants. Voilà, il nous reste à vous remercier à nouveau. Et Cécile, à toi la main. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence à ce webinaire qui a été enregistré et sera disponible sur notre site internet dès la semaine prochaine. J'ai également à vous évoquer deux événements qui sont programmés, qui vont avoir prochainement lieu. Donc un sur la santé mentale, notre grande cause nationale, donc un sur la santé mentale des adolescents qui aura lieu le 10 juillet prochain au webinaire. Et puis une journée en présentiel qu'on a prévue sur la complexité de la souffrance psychique des personnes âgées qui aura lieu, elle, le jeudi 16 octobre. Les inscriptions ne sont pas tout à fait encore lancées, mais ne vont pas tarder, et que vous pourrez retrouver sur notre site internet, donc www.rebfc.fr. Merci bien à tous. Au revoir, à bientôt.